Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM. Pour vaincre la pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires nationales et internationales considèrent les vaccins comme une arme essentielle. Mais alors que les pays développés vaccinent massivement, le continent africain reste à la traîne, malgré les mécanismes d'entraide et de solidarité mis en place par l'ONU. Pour analyser cette situation, Mohamedou Humfa a joint le professeur Yap Boum, responsable Afrique du Centre de recherche épidémiologique de Médecins sans frontières. La majeure partie des pays africains sont adossés à l'initiative COVAX qui permet à bon nombre de pays africains d'avoir un minimum de doses qui correspondrait à 20% de leur population. Mais il y a des pays comme le Tchad par exemple qui n'ont pas reçu les doses encore, qui n'ont pas non plus commencé à vacciner, mais il y a des pays comme le Kenya, par contre, qui ont épuisé les doses qu'ils ont reçues. Ils ont reçu à peu près 1 million de doses d'AstraZeneca et ils ont vacciné près de 900 000 personnes la semaine dernière en première dose et ils font face au problème de pouvoir recevoir de nouvelles doses. Et pourquoi ? Parce qu'actuellement, l'Inde, qui produit les vaccins AstraZeneca pour l'Afrique, vu la situation en interne, n'a pas la capacité de pouvoir produire pour l'Afrique. Les pays reçoivent quand même des vaccins, mais le déploiement de la couverture vaccinale n'est pas si élevé que ça. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation ? Premièrement, ces vaccins ont quand même des doses relativement limitées en termes d'expiration, sachant qu'une campagne de vaccination massive, ça se prépare. Et beaucoup de ces pays n'ont pas eu le temps, les capacités de préparer ces campagnes en termes de logistique, en termes de ressources humaines. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'acceptation de la population. En tout cas en majorité, estime qu'elle a un risque plus important à prendre des vaccins qu'ils connaissent moins bien, plutôt que d'avoir une pathologie dont ils ont compris, pour la plupart des Africains, qui ne sont pas les personnes les plus à risque de mourir, au vu de la faible mortalité et des profils particuliers, des personnes âgées. Donc on comprend au fur et à mesure qu'on évolue que les personnes se disent, surtout ceux qui sont jeunes, qu'elles ne rentrent pas dans les catégories les plus à risque. Et donc, l'appel du vaccin qu'on voit dans les pays développés qui sont à risque, qui ont un nombre important de morts, on le voit beaucoup moins dans les pays africains. Ce problème de vaccination vient montrer une fois de plus qu'il y a en Afrique un problème au niveau de la logistique, de la production des vaccins. Quelles sont les leçons que les gouvernements africains peuvent tirer de ce qui se passe ? La première leçon qu'on doit tirer, c'est que finalement, nous sommes totalement dépendants, une fois de plus, de l'Occident. À partir du moment où il y a eu en Inde cette vague importante, ça a mis en péril les stratégies de vaccination en Afrique. Et là, on parle de la Covid. Je pense que c'est une opportunité de mettre en avant, remettre au centre la question de la production locale de vaccins qui permettrait de ne plus dépendre de l'extérieur, mais d'avoir les capacités et la flexibilité de produire pour nos populations. Je pense que c'est l'une des leçons majeures, mais également la recherche. Si en Afrique du Sud, il n'y avait pas eu cette étude qui a montré que le vaccin AstraZeneca n'était pas efficace à cause des variants, vous imaginez qu'on aurait vacciné toute la population sud-africaine avec un vaccin qui ne marche pas. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait de la recherche qui soit faite en Afrique, financée par les Africains, qui permettent de trouver des solutions qui correspondent aux besoins et aux challenges que nous avons. Le professeur Yap Boum, responsable Afrique du Centre de recherche épidémiologique de Médecins sans frontières. VOA Afrique, une fenêtre sur le monde. Dans le cadre de notre série sur le basketball africain, aujourd'hui le Bénin. On connaît les écureuils du Bénin en football, mais pas vraiment en basket, parce que, contrairement au sport roi, le basketball est une discipline qui cherche toujours ses marques dans ce pays. Quelle est la situation de la balle au panier au Bénin ? La réponse avec Élisée Ongpatine à Boycon au Bénin. 10 équipes masculines et 2 clubs féminins pour une saison en 2 temps. Une première phase zonale avant des playoffs pour désigner les champions.
Voilà l'essentiel de la toute première saison de Ligue Pro de basketball lancée au Bénin. Abdoul Ghani Bakari, président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball, nous parle de cet important virage pris par la fédération. Nous avons démarré ce championnat avec 10 équipes qui réparties en 2 zones. C'était un grand challenge, un grand défi que la fédération et son bureau ont décidé de relever. Je peux vous dire, après la première phase, que nous sommes satisfaits de la prestation, de l'engagement des équipes et du niveau de jeu que les différentes équipes nous ont livré à travers des matchs aussi bien chez les hommes que chez les dames. Le basketball au Bénin a connu une réelle existence au lendemain des indépendances. L'histoire de cette discipline est jonchée de faits d'armes légendaires, ce qui a amené le changement à l'aide du professionnalisme proposé par le gouvernement. Ismaël Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball. Les moyens pour organiser les différents championnats, c'est-à-dire le championnat professionnel et le championnat amateur, et également l'ensemble des autres activités de la Fédération béninoise de basketball, ces moyens-là sont à notre disposition. Et c'est en 2 volets. Il y a d'abord la subvention que nous recevons du gouvernement. Le deuxième volet, c'est la TDS, c'est-à-dire la taxe sur le développement du sport. Le Bénin a été pendant longtemps un pays majeur dans l'organisation des compétitions internationales. D'ailleurs, le dernier tournoi international organisé à Cotonou était la phase zonale des éliminatoires de la Basket Africa League. Aujourd'hui, le pays a des ambassadeurs de choix pour son basketball. Isabelle Yacoubou, ancienne internationale française, ou Moufta Ouyarou, passée par les universités américaines et le haut niveau européen, et la star NBA Yann Miami, champion avec Dallas, organise des camps pour booster la relève. Un projet d'une grande importance qu'il faut saluer selon le président de la Fédération béninoise de basketball. Nous sommes en étroite relation avec cette diaspora. Nous travaillons avec eux et nous leur apportons le minimum d'assurance et d'ouverture d'esprit et également de franche collaboration qu'il faut pour qu'ils se rassurent et qu'ils puissent apporter de leurs compétences, leur image et également les moyens qu'il faut également pour pouvoir accompagner le basketball national. Et franchement, ici, c'est l'occasion de les remercier pour tout ce que nous avons obtenu. Il y a des jeunes joueurs qui ont pu avoir accès à des écoles de basketball, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Et nous avons déjà réussi ce projet-là, et particulièrement avec Yann et Miami, que je remercie au passage ici. Donc ça va au-delà même du basketball, ça englobe l'ensemble du développement des jeunes et béninois, et évidemment à travers le basketball. Le travail va se poursuivre en vue de résultats probants dans les années à venir. Pour le moment, c'est autrement que le basketball béninois brille à l'international, avec surtout son arbitrage reconnu et respecté. La dernière preuve est la présence du jeune arbitre béninois Sylvain Jacques Mbedji à la première édition de la Basket Africa League à Kigali au Rwanda. Boycon, Élisée Humpati, VOA Africa. C'était il y a 1 an. La mort de George Floyd à Minneapolis lors de son arrestation par 4 policiers avait déclenché une série